Le 28 juin 2025, 10 nations ont signé à Ouagadougou un document qui a déplacé l'axe du monde. Les marchés se sont figés, les ambassades ont murmuré et les caméras ont cherché à comprendre si ce n'était qu'un rituel ou un séisme. Pour des millions, ce jour où Ibrahim Traoré fut reconnu par l'Afrique elle-même marqua la fin d'un langage de soumission. Mais que signifie pour le continent et pour le monde quand la légitimité cesse de venir de loin et commence à monter du sol? Ce moment n'a pas seulement bouleversé le protocole diplomatique, il a redéfini la valeur du mot souveraineté. Pendant des décennies, le Burkina Faso avait été présenté comme une note de bas de page dans les rapports d'aide internationale. Mais lorsque 10 drapeaux se sont levés ce matin-là, c'est tout un continent qui a entrevu un nouvel alphabet politique, celui de la reconnaissance intérieure. L'enjeu dépasse les frontières. Il s'agit de savoir si un pays du Sahel peut prouver que la stabilité peut venir du courage et non de la tutelle. Ibrahim Traoré, dans ses discours sobres mais tranchants, a promis une ère où les ressources nourriraient d'abord les Burkinabés. Sa promesse, simple et risquée, bâtir un modèle économique fondé sur la propriété, non la dépendance. Mais chaque révolution tranquille a son prix, et le monde financier, déjà nerveux, observe le moindre frémissement. Alors, l'Afrique peut-elle encore surprendre les calculs des puissants? Mini-reveal. Le 28 juin 2025, à 10h précises, les voix du cœur central d'Ouagadougou se sont élevées dans le palais présidentiel devant 10 drapeaux et des sols de marbre. Ce chiffre 10 paraît modeste, mais c'est ce nombre exact de nations qui a suffi à faire vaciller un demi-siècle d'habitudes diplomatiques. Ce matin-là, la salle était emplie de diplomates, de soldats et de jeunes dirigeants venus signer un accord simple en apparence. Reconnaître Ibrahim Traoré comme le président légitime du Burkina Faso. À l'extérieur, des milliers de citoyens attendaient derrière les grilles, brandissant des pancartes faites à la main. Tolas main, nous n'avons pas besoin d'autorisation pour exister. Leurs voix s'entremêlaient à celles des tambours, formant une seule phrase collective. L'Afrique se définit enfin elle-même. Les marchés de Londres et de New York, eux, ont réagi dans l'heure. L'or a gagné quelques points, signe discret d'inquiétude. La Banque mondiale a convoqué une réunion d'urgence. Dans les couloirs des chancelleries, on chuchotait sur un tournant imprévu. La légitimité n'était plus dictée depuis Washington ou Paris, mais proclamée depuis Ouagadougou. Ibrahim Traoré, ce jour-là, n'a pas levé la voix. En uniforme simple, il a dit calmement « La reconnaissance vient de l'intérieur ». Cette phrase, filmée, traduite, partagée, a traversé les frontières plus vite qu'un communiqué officiel. Pour certains observateurs, c'était un slogan. Pour d'autres, un acte fondateur. Car derrière ces mots se profilait une révolution de la perception, la fin d'un monde où l'Afrique attendait qu'on la valide. Ce qui s'est joué ce 28 juin n'était pas une cérémonie, mais un séisme silencieux, celui d'un continent qui pour la première fois depuis des générations s'est vu dans son propre miroir. Le lendemain de la signature, Ouagadougou s'est éveillé sous une lumière inhabituelle. Les rues vibraient encore du souvenir des chants et l'air semblait plus dense, comme si l'histoire refusait de retomber. Au centre de cette effervescence, Ibrahim Traoré demeurait étonnamment calme. Dans une salle sobre du palais, il recevait tour à tour des étudiants, des officiers, des commerçants. Pas pour des discours, mais pour écouter. Le changement, disait-il, n'est pas une question de drapeau, mais de direction. Autour de lui, les jeunes le surnommaient déjà Baba Souveraineté. Pour eux, il n'était pas seulement un président. Il incarnait la preuve que la voix africaine pouvait s'élever sans écho extérieur. Les premiers signes de mutation étaient visibles dès les marchés. Des coopératives locales commencèrent à mutualiser leurs bénéfices. Les négociants parlaient de réinvestissement du sol. L'idée que chaque franc gagné devait d'abord nourrir la terre qu'il avait produit. Dans les cafés, les conversations prenaient un ton nouveau, mêlant fierté et prudence. Les slogans politiques laissaient place à des discussions sur la gestion, la production, la responsabilité. Ibrahim Traoré savait que l'euphorie serait courte. Il répétait à ses proches « La reconnaissance attire les regards, mais le progrès attire les épreuves ». Ce réalisme lui valut le respect même de ses opposants. Dans les jours qui suivirent, les caméras quittèrent Ouagadougou, mais quelque chose restait.
Une confiance diffuse, presque fragile, qui traversait le pays comme une promesse en suspens. Ce n'était pas encore une révolution accomplie, c'était la naissance d'un cap, déclenchement. Tout a commencé par un document d'une dizaine de pages, à l'encre sobre, déposé sur un bureau recouvert de velours pourpre. À 10 heures, le premier ambassadeur s'est levé, puis un second. En moins de 3 minutes, 10 signatures furent apposées. La salle a retenu son souffle avant qu'un tonnerre d'applaudissements ne brise le silence. Dans la cour, les tambours ont répondu, et la foule a levé les drapeaux artisanaux. Un peuple assistait à sa propre validation. Le monde, lui, observait sans comprendre comment 10 gestes pouvaient ébranler un système bâti sur des décennies de dépendance. Apogée. Lorsque Ibrahim Traoré s'est avancé vers le pupitre, les caméras se sont alignées. Son uniforme olive paraissait ordinaire, mais son calme avait la densité d'un métal ancien. Pendant trop longtemps, la reconnaissance est venue de l'extérieur, déclara-t-il. Aujourd'hui, elle vient de l'intérieur. Cette phrase devint instantanément un repère sonore, répété sur les radios du Sahel, traduite en arabe, en anglais, en swahili. Les réseaux sociaux africains la transformèrent en bannière numérique. Dans les universités de Bamako, les étudiants la griffonnèrent sur les murs. Reconnaissance intérieure. À ce moment précis, la narration du continent changeait de ton, du fatalisme à l'affirmation. Les télévisions occidentales réagirent avec prudence. Certains plateaux parlaient d'un repli souverainiste, d'autres d'un populisme africain. Mais dans les rues, nul ne débattait de sémantique. On célébrait une délivrance symbolique, celle de ne plus attendre d'être validé. Les économistes burkinabés y virent un effet domino possible. Si un État enclavé pouvait se redresser, alors le Sahel tout entier pouvait respirer autrement. Répercussions. En coulisses, les signaux s'additionnaient. Les marchés de l'or enregistrèrent une hausse de 2,4%. Les exportations minières furent suspendues pour audit. 14 milliards de dollars d'accords furent réévalués. À Washington, les analystes évoquaient un précédent. À Bruxelles, on révisait les budgets d'aide. À Pékin, on parlait de opportunités. Chaque capitale projetait ses propres craintes dans ce miroir africain. Pour Ibrahim Traoré, la journée ne s'acheva pas sur le podium, mais dans une réunion fermée avec ses ministres. Son mot d'ordre : tenir sans se replier. Car l'indépendance ne se prouve pas par des drapeaux, mais par la gestion du lendemain. Le soir, dans la ville illuminée de lampions, un vieux fermier déclara à un journaliste : il disait que notre or enrichissait les autres. Aujourd'hui, il nous rend fiers. Ce témoignage simple résumait l'événement. Ce n'était pas un coup d'état idéologique, c'était une restitution émotionnelle. Sous les feux d'artifice, la capitale devint un laboratoire de souveraineté. La microéconomie reprit vie. Coopérative, petit commerce, projet d'énergie locale. La Banque mondiale, elle, nota discrètement dans un mémo « Stabilité à court terme supérieure aux prévisions ». Le monde appelait cela « risque ». Le Burkina Faso appelait cela « respiration ». Ibrahim Traoré rentra tard, silencieux. Le pays bruissait encore. Mais dans ce tumulte, il savait déjà, ce jour-là ne serait pas un sommet, mais le point de départ d'une longue équation entre fierté et endurance. Baseline, delta Mama 1, croissance interne. Avant 2025, le Burkina Faso dépendait à près de 60% de l'aide étrangère pour financer son budget. 3 mois après l'accord du 28 juin, cette proportion tomba sous les 35%. Le delta semble modeste, mais il représente 18 milliards de dollars de recettes domestiques nouvelles, principalement venues de la nationalisation partielle des mines d'or et des réformes fiscales. Chaque point gagné traduisait une idée. La souveraineté pouvait s'adosser à des chiffres. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le PIB afficha une croissance de 5%, défiant les prévisions de récession des institutions occidentales. Baseline, delta MBA 2, investissement communautaire. Dans les 30 mois suivants, les coopératives locales ont enregistré 200 millions de dollars de réinvestissement direct. Ce chiffre, dérisoire à l'échelle mondiale, équivalait à près du double du budget annuel de l'éducation primaire burkinabé avant la réforme. Derrière chaque montant se cache un principe de redistribution. Les ressources du sol restent dans le sol. Des écoles rouvertes dans le Sahel, des cliniques rurales financées sans subvention étrangère, des tracteurs achetés grâce aux dividendes locaux. Autant de signaux qu'un modèle endogène prenait forme. Baseline.
Delta number 3. Impact macro et réaction extérieure. La France suspendit 80 millions de dollars d'aide au développement. L'Union européenne gela plus de 450 millions supplémentaires. Mais malgré ces restrictions, le Trésor national burkinabé resta excédentaire de 2%, une première depuis 1991. Le FMI différa ses versements en parlant de préoccupation de gouvernance. Pourtant, les indicateurs de stabilité monétaire demeuraient verts. Inflation contenue à 81%, taux de change stable malgré les sanctions. Les agences de notation internes du Sahel attribuèrent même au Burkina Faso un profil de résilience supérieur. Ces chiffres ne raconteraient rien sans leur interprétation. Ibrahim Traoré ne les présenta jamais comme une victoire, mais comme un test. Nous devons prouver que la dignité peut se mesurer autrement que par le PIB, dit-il devant le Conseil économique africain. Ces mots résonnèrent comme une méthode nouvelle. L'économie comme argument politique, la donnée comme arme de confiance. Les instituts de prévision occidentaux parlèrent de anomalies statistiques. Les universitaires africains répondirent non, corrélation morale. Car ce qui se dessinait au-delà des colonnes Excel était la preuve qu'un État pauvre pouvait innover dans la stabilité. Le modèle traoriste reposait sur 3 équations simples, redistribution locale, plus décision souveraine et revenus productifs. Économie morale, le rigueur budgétaire et les crédibilités internationales, transparence, équité, résilience durable. Ce langage de données devint son arme diplomatique. Quand il prit la parole à l'Assemblée générale des Nations unies, ses chiffres étaient ses boucliers. Les mots étaient sobres, les tableaux précis et le message clair. L'indépendance économique n'est pas une utopie africaine, mais une formule éprouvée. Ainsi, les données de Burkina Faso cessèrent d'être des statistiques. Elles devinrent un récit, celui d'un pays qui apprend à chiffrer sa liberté. Thèse 1. Le risque d'isolement. Pour ses détracteurs, l'expérience d'Ibrahim Traoré n'est qu'une parenthèse romantique. Ils évoquent la dépendance structurelle du Burkina Faso à l'aide internationale, l'étroitesse de son marché intérieur et l'absence d'infrastructures régionales capables de soutenir une croissance durable sans capitaux extérieurs. Dans cette lecture, la reconnaissance intérieure serait une illusion. La souveraineté proclamée risquerait de s'éteindre faute d'interconnexion financière. Les experts européens citent l'exemple de sanctions qui, tôt ou tard, finissent par affaiblir le tissu civil. Pour eux, le modèle traoriste repose davantage sur un récit que sur une architecture économique solide. Thèse 2. La réforme comme réinitialisation. Les partisans d'Ibrahim Traoré défendent au contraire un paradigme neuf, celui d'une économie morale mesurable. Selon eux, le Burkina Faso ne s'isole pas, il reconfigure ses priorités. En redirigeant 14 milliards d'heures de contrats vers des acteurs africains et asiatiques, il ne ferme pas les portes du commerce, il change simplement les couloirs. Les alliances conclues avec le Mali, le Niger et le Rwanda visent à bâtir un bloc d'autonomie énergétique et agricole. Les premiers indicateurs de stabilité budgétaire, les micro-investissements communautaires et la croissance de 5% confirment une tendance qui dépasse le symbole. Pour ces observateurs, le geste de Traoré est moins une rupture qu'une réécriture, celle d'un contrat social fondé sur la valeur interne. Réconciliation, le point d'équilibre. Entre l'idéalisme et la prudence, la réalité se loge dans le temps. Oui, l'indépendance coûte. Oui, la transition est fragile. Mais chaque transformation profonde naît d'un déséquilibre accepté. Ibrahim Traoré incarne cette tension. Il avance sans renier la complexité du monde global. En refusant le langage de la soumission, il n'a pas fermé la porte à la coopération. Il a seulement exigé qu'elle soit d'égal à égal. Et si le Burkina Faso parvient à tenir ce fil, rigueur sans rancune, ouverture sans dépendance, alors son expérience cessera d'être un cas isolé pour devenir un précédent, one-liner. Le centre bascule vers l'intérieur. À ce moment-là, le récit n'oppose plus le nord et le sud. Il révèle une inversion silencieuse. Les capitales occidentales commentent, mais le terrain africain agit. Dans les bureaux d'Ouagadougou, des ingénieurs conçoivent des micro-réseaux énergétiques alimentés par les bénéfices miniers recanalisés. Le mot dépendance disparaît peu à peu des communiqués officiels. Ibrahim Traoré, lors d'une allocution télévisée, résume le virage « L'indépendance ne se crie pas, elle se construit ».
Derrière la sobriété de la formule se cache une stratégie mesurable. 10 nouveaux accords commerciaux intra-africains, une monnaie stabilisée et une croissance rurale en hausse de 4%. Les analystes qui parlaient d'attente d'isolement découvrent un autre indicateur, la confiance. Dans les rues, la ferveur se transformait en méthode. Les drapeaux deviennent des plans, les slogans des budgets. Le pays, jadis sous tutelle, apprend à respirer sans béquille. Et le monde, soudain, observe autrement. Ce n'est plus un pays qui s'émancipe, c'est une équation qui se vérifie. Le point milieu, c'est cela, quand la croyance devient donnée et que la donnée, à son tour, devient foi collective. Pour la nation, NN. Le Burkina Faso entre dans une phase d'expérimentation continue. Les administrations publiques rédigent désormais leur budget sans supervision extérieure. Les écoles adoptent un programme nommé Burkinabé d'abord, enseignant l'histoire à travers un prisme africain. Dans les campagnes, les cliniques rouvrent grâce aux revenus miniers redistribués. En un an, plus de 2000 postes de santé ruraux ont été rééquipés, selon les chiffres du ministère local. Ibrahim Traoré insiste sur un mot, endurance. Notre liberté n'est pas une fête, c'est un devoir répété chaque jour, dit-il à la télévision nationale. Ces phrases, sobres mais fermes, deviennent le ciment moral d'un pays qui apprend à marcher seul. 2. Pour la diaspora, DN. Des milliers de jeunes formés à l'étranger commencent à revenir. Le phénomène s'appelle officieusement le retour du code source. Ingénieurs, médecins, agronomes reviennent non pour enseigner, mais pour bâtir. Les transferts financiers augmentent de 22% au dernier trimestre de 2025. À Paris, Montréal et Bruxelles, les associations burkinabées se regroupent pour investir dans les énergies renouvelables et la technologie agricole. Pour la première fois depuis 30 ans, la diaspora ne sert plus d'échappatoire, mais de prolongement naturel à la politique intérieure. 3. Pour le Nord global ND. À Washington, les diplomates reconnaissent discrètement que la posture d'Ibrahim Traoré a révélé une faille du système, la dépendance mutuelle. Les banques d'investissement occidentales revoient leur modèle de risque pour l'Afrique de l'Ouest. En Europe, les think tanks parlent désormais de syndrome de souveraineté, un concept décrivant la contagion douce de l'indépendance politique. Les anciens partenaires d'aide hésitent entre sanctionner ou s'adapter. Les plus lucides admettent que le Burkina Faso a réussi là où d'autres avaient échoué. Transformer une crise en levier d'équilibre. 4. Pour la région, KV. Dans le Sahel, les effets d'entraînement sont visibles. Au Mali, au Niger et en Guinée, de nouveaux drapeaux AES flottent côte à côte, symbole d'une alliance née non d'idéologie, mais de nécessité. Les flux commerciaux interafricains augmentent de 17% au premier semestre 2026. Les parlements voisins débattent de constitutions inspirées du modèle burkinabé, centrées sur la propriété locale et la transparence budgétaire. Dans les médias régionaux, l'expression Traoré Momentum devient courante. Elle désigne la phase où un État reprend confiance en son image avant de reprendre le contrôle de son économie. Les conséquences ne se mesurent pas seulement en chiffres, elles s'entendent dans le ton des conversations, dans la patience nouvelle d'un peuple qui, après avoir exigé la reconnaissance, découvre la discipline qu'elle demande. Ce que le monde appelait provocation ressemble de plus en plus à un prototype. Et si dans le futur, le Burkina Faso devait échouer, il resterait cette trace, celle d'avoir osé prouver que l'autonomie pouvait s'écrire au présent. Scénario 1, base, la consolidation prudente. Dans l'hypothèse la plus probable, le Burkina Faso maintient sa trajectoire de stabilité modérée. Les coopératives rurales continuent de croître à un rythme de 3% par trimestre. La monnaie nationale reste stable, soutenue par les réserves d'or et le commerce intra-africain. Ibrahim Traoré concentre alors son action sur la mise en place d'un conseil économique du Sahel chargé d'harmoniser les taxes régionales. Le pays avance lentement, mais avec cohérence, moins d'euphorie, plus de structure. Le modèle burkinabé devient alors un banc d'essai. Ni miracle, ni mirage, simplement une réforme mesurable. Scénario 2. Optimiste, la contagion du succès. Dans ce cas, les indicateurs s'alignent, les investissements asiatiques
augmente, les partenariats africains se densifient et la diplomatie multilatérale s'ouvre à une nouvelle grammaire d'égalité. Le taux de croissance pourrait atteindre 7%, tiré par l'énergie solaire et l'agriculture régénérative. L'alliance AES, Mali-Niger, Burkina Faso-Rwanda, devient un pôle d'attraction politique et Ouagadougou un hub de négociation. Ibrahim Traoré consolide sa stature régionale. Son discours sur la souveraineté vécue gagne les amphithéâtres africains et les forums économiques mondiaux. Le Burkina Faso, jadis dépendant, se positionne comme exportateur de méthode, celle d'une indépendance appliquée. Scénario 3, pessimiste. La pression externe. Les sanctions s'intensifient, les crédits internationaux se ferment et les infrastructures souffrent du manque d'entretien. Les tensions régionales augmentent à mesure que les partenaires craignent un précédent dangereux. Une partie de la population, fatiguée, réclame un retour aux aides traditionnelles. Les indicateurs économiques se contractent, la croissance chute sous les 2% et les médias étrangers reprennent le récit du chaos annoncé. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré ferait face à la tentation du repli nationaliste, un piège que tout leader souverainiste redoute, défendre sans isoler. Recommandation de pensée. Quelle que soit la trajectoire, une constante demeure. La transformation du Burkina Faso ne se joue pas dans les communiqués, mais dans la persistance. L'avenir n'est pas à prédire, il est à fabriquer. Penser en scénario, c'est déjà penser en acteur. Dans les rues d'Ouagadougou, le changement ne se lit plus dans les discours, mais dans les gestes. Les commerçants ferment plus tard, les enseignants sourient davantage en parlant de leur salaire, désormais versé sans délai. Dans les villages du Sahel, les forages d'eau sont financés localement, et les enfants boivent à des puits construits par leur propre communauté. Cette transformation paraît modeste, mais elle est visible. Elle a le visage de la dignité. Dans les cafés de la capitale, les débats ont changé de ton. On ne parle plus de promesses, mais de preuves. Une femme dit à la radio « Avant, nous votions pour des slogans. Aujourd'hui, nous votons pour des résultats. » Ce glissement sémantique résume la mutation d'un peuple. La politique n'est plus spectacle, mais miroir. Ibrahim Traoré, souvent perçu comme distant, est devenu le symbole paradoxal d'une proximité rare. Ses discours courts, ses silences calculés, son refus des excès médiatiques rappellent à beaucoup que le leadership peut être une forme de retenue. Ce n'est pas la voix qui monte, c'est l'exemple qui s'impose. Dans un continent souvent raconté à travers la tragédie, il représente un contre-champ, celui du calme lucide. À l'étranger, cette retenue intrigue. En Europe, certains analystes la qualifient de autorité tranquille. Mais au Burkina Faso, on y voit autre chose, un miroir tendu à la société. Chaque citoyen comprend désormais que la souveraineté n'est pas une idée d'État, mais une pratique quotidienne, dans le champ, à l'école, dans la rue. Et c'est là peut-être que l'histoire devient universelle. Quand la liberté cesse d'être un slogan pour devenir une habitude. Étape 1. Institutionnaliser la souveraineté. Ibrahim Traoré a ordonné la création d'un conseil de coordination nationale regroupant ministres, syndicats et représentants communautaires. Objectif : transformer les principes de souveraineté en procédures administratives. Chaque politique publique doit désormais justifier sa valeur locale avant son financement. Une réforme simple, les priorités partent du terrain, non du haut. Étape 2. Mesurer la confiance. Les économistes burkinabés ont introduit un nouvel indicateur, l'indice de contribution locale, ICL. Il mesure le pourcentage d'un projet réinvesti sur place, qu'il s'agisse d'un barrage, d'une école ou d'un programme social. Les premiers rapports affichent 62%, soit presque le double du taux moyen d'avant 2025. L'idée est claire, la confiance devient une donnée. Étape 3, décentraliser l'énergie et l'agriculture. Dans chaque région, des ingénieurs développent des micro-réseaux solaires et des coopératives agro-industrielles. Le plan énergie du sol prévoit 40% d'autonomie énergétique d'ici à 2027. Les revenus miniers financent la modernisation agricole, reliant directement les mines à la terre. Ce modèle circulaire fait du Sahel un laboratoire d'équilibre. Étape 4, défendre la vérité. Une nouvelle autorité pour la transparence publique a été instituée, composée majoritairement de la société civile. Son rôle, publier chaque trimestre les dépenses publiques et le taux d'exécution budgétaire.
Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'existe que si la vérité circule plus vite que la rumeur. Cette maxime guide le ton des médias nationaux, redevenus des observateurs et non des relais. Ainsi, la feuille de route du Burkina Faso n'est pas seulement politique, c'est une architecture d'intégrité. Un pays qui apprend à se gouverner comme on apprend à respirer, avec régularité et sans permission. Le vieux fermier d'Ouagadougou, celui qui avait dit que notre or nous rend fiers, cultive désormais sa terre sous des lampes solaires. Chaque soir, il regarde sa récolte comme on regarde un drapeau, sans discours, mais avec la certitude tranquille d'avoir repris quelque chose qu'on croyait perdu. Dans son village, on n'attend plus les cargaisons d'aide, on attend la pluie, et c'est déjà beaucoup. Ibrahim Traoré réapparaît parfois à la télévision, toujours en uniforme simple. Il ne promet rien de grandiose, il rappelle seulement « La liberté ne se conserve que si elle se partage ». Ces mots, sobres, résonnent plus fort que les tambours du jour de la signature. Ils rappellent que la révolution la plus durable n'est pas celle qui brûle, mais celle qui s'enracine. Le Burkina Faso ne marche plus dans l'ombre d'autrui. Il trace son propre relief. Et le vieux fermier, en souriant, murmure une phrase que le pays entier semble comprendre. Nous avons cessé de demander la permission d'exister. Le soleil du Sahel décline, et les lampes d'Ouagadougou s'allument comme des veilleuses d'un monde en mutation. Le Burkina Faso ne réclame plus la reconnaissance, il l'exerce. Ce qui a commencé par un document et 10 signatures est devenu un récit partagé, une promesse vécue. Ibrahim Traoré n'a jamais prétendu parler pour toute l'Afrique, mais son expérience, humble et tenace, interroge désormais chaque nation. Que signifie vraiment choisir sa propre direction quand le vent souffle d'ailleurs ? Ce n'est pas un appel à la rupture, mais à la cohérence. L'autonomie n'est pas un refus du monde, c'est une manière de s'y tenir debout. Alors, que fera le reste du monde lorsque l'Afrique cessera de demander ? Regardera-t-il vers le bas ou à hauteur d'égalité ? Parce qu'à travers ce miroir africain se reflète notre propre question. Sommes-nous encore capables de défendre notre liberté sans permission ? Rejoignez la conversation, partagez cette histoire et laissez votre voix s'ajouter à celle qui refuse d'attendre. L'histoire désormais n'attend plus d'être écrite. Elle s'écrit ici, ensemble.